Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Cadre dans lequel je reçois Stéphane Kwame. Jeune ingénieur financier dans une banque d'investissement sur la place parisienne, il est aussi cofondateur de Randolph & Clotaire, un fonds d'investissement. Alors pour découvrir son parcours d'excellence, restez connectés car c'est tout de suite sur Sarah Studio Création. Fafane. T'es prêt? Oui, bien sûr, je suis prêt. Détendu? Bien sûr. Bon, Stéphane, je te remercie d'avoir accepté l'interview et de passer dans mon émission. Au plaisir, Sarah. Au plaisir. Je prends toujours plaisir à faire ça. Dans un premier temps, je te laisse te présenter. Mais merci, Sarah, pour cette belle opportunité. Parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de parler de nous. On se retrouve toujours dans des situations où on fait beaucoup de choses pour les gens et on n'a pas l'opportunité de parler de nous. Donc pour me présenter de façon très rapide, je suis Stéphane Kwame, je suis ivoirien, originaire de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays que j'aime bien. J'aime bien pour la tchéké, la loco, j'aime bien pour beaucoup de choses. Stéphane, c'est un jeune banquier d'affaires, ingénieur financier, passionné de finances, passionné d'affaires dans l'ensemble et qui essaie quand même de faire des choses pour faire bouger son environnement, bouger son avenir et qui permet aux autres de pouvoir croire qu'il y a encore cette jeunesse-là qui est capable de pouvoir faire des choses, de pouvoir impressionner surtout et de pouvoir nous dire qu'en fait on fait partie de l'élite de demain et c'est maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Parler de Stéphane dans l'enfance, c'est parler d'un enfant qui avait l'habitude de sortir, courir dans les couloirs, être toujours en train de chercher des petites boîtes de conserve, fabriquer quelque chose, concevoir quelque chose. Et ça me replonge en fait dans cette enfance-là, dans un quartier qu'on appelle Marcory. Marcory Sikoji, c'est en Côte d'Ivoire. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, mon quotidien, c'était de prendre des boîtes de sardines, essayer de les percer et mettre un petit bâton au milieu et faire des roues avec des capuchons de bouteilles. On faisait une voiture, on jouait avec. Mais tu étais déjà ingénieur dans l'âme. Tu avais déjà ce côté créatif, leader. Ah oui, mais en même temps, à cette période-là, je peux dire que nos parents, ils n'avaient pas en fait ce qu'on leur demande. Ou bien ils avaient d'autres priorités, ils ne pouvaient pas tout nous donner. Donc en fait, je dirais qu'aujourd'hui, ça a un impact parce qu'ils nous ont permis de développer notre sens de la créativité et notre sens de l'initiative. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne rêve pas assez. On ne rêve pas assez. Rêver, ça ne signifie pas forcément que tu vas réaliser ton rêve. Mais se donner l'opportunité de rêver déjà, c'est déjà la première démarche vers la réalisation de ton rêve. Et il faut se satisfaire de ça. Donc moi, au quotidien, c'est ce que j'essaie de faire. Et rêver, toujours rêver. Là où on m'a dit « tu ne pourras pas », j'ai rêvé que je pouvais et j'y suis arrivé. Comment tu as vécu ton arrivée en France? Au moment où je suis arrivé en France, je me suis tout simplement dit premier Gao à Paris. Voilà, c'est ce que je me suis dit, premier Gao à Paris. Voilà. Nous sommes dans des zones où il fait chaud et nous sommes fatigués de regarder à la télé. Bon, il y a la neige, il y a des choses qu'on n'a jamais vues qui nous font rêver. On s'est dit, bon voilà. Mais bon, pour être sérieux, je dirais pas que ça n'a pas été difficile, mais je dirais que ça n'a pas été facile. Dans la mesure où j'avais une famille qui était déjà là, qui m'a accueilli, qui m'a permis de pouvoir déjà avoir un pied. Mais en fait, ce qui a été, je dirais, un peu plus compliqué, c'est que j'ai vécu des choses en fait qui m'ont permis de forger mon mental. Je n'étudiais pas à Paris, je devais aller étudier dans une ville qui est proche de Paris. D'accord. Et quand je suis arrivé, je pensais que j'aurais pu faire le train le matin, revenir le soir à Paris, tout ça, mais en fait la réalité était tout autre. Il fallait s'installer là-bas. Je commence tout doucement déjà à chercher l'école pour m'inscrire déjà. Même si je dors dehors, même si j'ai dormi dehors, mais au moins je sais que je peux commencer les cours. Le même jour, il faut trouver une maison. Le même jour, il faut se débrouiller pour trouver une maison. Dans une ville que tu ne connais pas, il faut se débrouiller pour trouver une maison. Il faut signer les papiers le même jour. Il faut avoir la clé le même jour avant de rentrer à Paris parce que tu commences les cours. Et c'est comme ça que je commence à fouiner, regarder, demander aux gens. Vous ne connaissez pas telle personne. Dans la rue. Dans la rue. Même si je te vois, Sarah, dans la rue, je te dis, voilà, je suis un étudiant, je cherche une maison. Je faisais partie d'une organisation depuis la Côte d'Ivoire. D'accord.
Donc j'ai essayé aussi d'activer les réseaux de cette organisation-là. Je ne dirai pas le nom de cette organisation, mais j'ai essayé d'activer les réseaux de cette organisation. Donc c'est comme ça que tout doucement, je vais à la fac, je vois un tableau, il y a une maison qui font louer, ce genre de choses, et je prends contact avec la personne. Le même jour, ce qui est étonnant, on appelle ça souvent la grâce de Dieu ou bien la main de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que le même jour, la personne me fait savoir que vous m'avez l'air de quelqu'un de très motivé, très travailleur, quelqu'un de très sérieux. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous me venez de me dire quelque chose qui est incroyable. Ce que je vous propose, c'est que vous restez dans ma maison, si vous pouvez juste payer les charges. Vous ne payez pas la maison. Et le même jour, je quitte Évreux sur le coup de quasiment minuit pour rentrer à Paris pour venir chercher mes affaires. Et quand je viens chercher mes affaires, je pars, les cours commencent. Donc je vais en cours en vélo, ça m'évite de sortir de l'argent. En tant qu'étudiant, t'as rien, donc totalement. Je fais tout à vélo et puis au fur et à mesure comme ça et tout ça, cette personne elle me confie autre chose. Je fais du jardinage chez les voisins, les petits voisins, c'est comme ça que je réunis quand même un peu de liquidité. J'essaie de me faire ma place et tout ça. Et puis là-bas, on essaie de rester concentré sur les études et puis on se fait un petit nom au niveau de la fac et puis après on quitte là. Donc c'est un peu cette petite histoire-là. C'est comme ça que mon entrée en France a commencé. Et là encore, c'est pas fini en passant par le fait de dormir dans des salons, dormir dans des choses, nettoyer les salons des gens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vous voient peut-être dans tel secteur, bien parce que vous conduisez une voiture, parce que vous faites ci, vous faites ça, ils pensent que c'est arrivé comme ça. Moi, je veux dire à ces jeunes-là qu'il faut arrêter de cultiver la fainéantise. Il faut arrêter, il faut se dire qu'en fait, je suis en train de regarder quelqu'un qui est peut-être parti du sous-sol. Il ne faut même pas dire du sol, du sous-sol. Et il y a des gens qui sortent du sous-sol pour pouvoir y arriver. Et c'est important, moi je crois en ça. C'est pour ça que quand je vois autour de moi des gens qui se font eux-mêmes, et des gens qui croient qu'ils peuvent se faire eux-mêmes, en ces personnes-là, moi je crois dur comme fer. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton plus gros échec? Je dirais que mon plus gros échec, c'est que j'ai connu mon premier renvoi. J'ai connu mon premier renvoi. Je crois que c'était une période qui a été très difficile, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes qui m'aiment. À ce moment-là, quel sentiment t'avais? T'étais dans quel état d'esprit? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui t'inquiétait? Mais c'est sûr qu'il y a l'incertitude. Il y a l'incertitude quand tu te retrouves dans une certaine situation financière, une certaine aisance. Bon, à quoi est-ce qu'on pense? On pense tout de suite à l'oseille. Hein. Bon, on se dit bon, on va plus toucher le même salaire, on va plus avoir certains loisirs, tu commences à refaire tes calculs, revois ta copie, ce genre de choses. Mais c'était une période où je peux dire que tout échec fait tomber, je dirais. C'est pour ça que moi j'apprécie la phrase qui dit « L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant ». Ce qui s'est passé, c'est que après ça, j'ai retrouvé quelque chose que je peux dire aujourd'hui qui est l'une de mes plus grosses réussites. Voilà. J'ai retrouvé le secteur qui me plaît. Voilà, j'ai retrouvé un métier, je ne dirais pas qui était mieux que ce que je faisais avant, parce qu'on prend toujours plaisir. Mais j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant, dans lequel je m'épanouis. Tu peux nous parler du coup un peu plus de ton métier, un peu plus de ta spécialité? Aujourd'hui, je suis banquier d'investissement, je fais dans l'ingénierie financière. Aujourd'hui, à mon niveau, je me consacre à une activité, à une affaire que je développe tout doucement, qui est Randolph et Clotaire, où ce qu'on essaie de faire à notre niveau, c'est d'essayer de travailler avec des porteurs de projets, travailler avec des sociétés qui existent, travailler à la structuration sérieuse de ces sociétés-là et leur faire voir d'autres types de financements qui sont autres que les emprunts classiques auprès des banques, qui leur permettent d'aller sur des types de financements qui sont adaptés à leur modèle économique. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des sociétés qui n'ont pas accès à ce service parce que c'est coûteux. Le service d'un banquier d'investissement qui va venir te faire voir autre chose de ta société, c'est un peu coûteux. Et moi, à mon niveau, j'ai essayé de pouvoir développer un modèle qui me permet de pouvoir travailler avec ces sociétés-là sans prendre de l'argent,
au début et leur permettre de pouvoir grandir avec elles et ensuite on pourra parler d'argent. C'est ce que moi j'appelle faire du risque la chose la mieux partagée. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui porte un projet, il a beaucoup de barrières. Il se dit déjà qu'il n'a pas d'argent, il doit payer des gens pour l'accompagner. Il fait des choses un peu à la va-vite, il tâtonne. Au bout de 3 ans, 5 ans, beaucoup de personnes le découragent. J'essaie d'accompagner des porteurs de projets ambitieux. Moi, je ne demande rien. Je demande juste d'être en face de quelqu'un qui a cette force, cette ambition, qui croit en son projet. Et moi, je viens pour lui dire, je vais croire en ton projet avec toi. Et on va essayer de faire en sorte que demain, si tu manges, bien sûr, il faut que je mange quand même. Ah, bon, attends. Chacun sa part du gâteau. Stéphane, je te remercie d'avoir accepté cette interview, d'avoir accepté d'échanger sur ton parcours, voilà, et de nous donner aussi beaucoup de motivation, aussi aux personnes qui nous regardent. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos pour retrouver Stéphane. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Cadre et à bientôt. À bientôt.